Salut à toutes et à tous, merci de me rejoindre pour ce Jeux C'était podcast spécial, numéro consacré ce lundi évidemment à l'énorme performance réalisée par Alexander Blocks au Masters 1000 de Madrid où il a atteint les demi-finales. Vous entendrez plusieurs invités dans ce numéro, dont Steve Darcy, le capitaine de notre équipe belge de Coupe Davis, mais aussi Justine Hénin qui s'exprime sur les performances du jeune belge et puis son coach actuel Ruben Bemelmans avec qui j'ai eu le plaisir de m'entretenir ce dimanche soir. Alors la version intégrale de cet entretien avec Ruben ne sera disponible que pour les abonnés premium de Jeux C'était podcast, mais vous pouvez rejoindre à tout moment cette belle communauté premium via Supporting Cast. Vous trouverez le lien en description sur mes différents réseaux sociaux et sachez que pendant tout ce mois de mai, le mois de Roland Garros, si vous souscrivez à un abonnement annuel de 49,99 €, eh bien vous recevrez dans votre boîte postale un cordage Luxilon Alupower d'une valeur de 20 €. Donc l'abonnement ne vous coûte plus que 30 € pour une année complète. Vous pourrez participer aux épisodes post-Grand Chelem en compagnie de Philippe Dehaze qui répond à toutes vos questions. Vous profiterez également d'un épisode exclusif chaque mois et puis de concours, de petits bonus sur les réseaux sociaux. Et par-dessus tout, eh bien, vous soutiendrez notre travail au quotidien. Voilà, j'espère que vous serez nombreux à profiter de cette offre durant tout le mois de mai via Supporting Cast. Mes retours sur cette semaine complètement folle, donc d'Alexander Blocks au Masters 1000 de Madrid. Il est devenu à 21 ans et 25 jours le plus jeune joueur belge à se hisser en demi-finale d'un Masters 1000. Le troisième belge seulement dans l'histoire à se hisser à ce niveau-là d'un tournoi de cette catégorie depuis qu'elle existe, les Masters 1000, c'était en 1990. Avant lui, David Goffin avait réalisé cette performance à 25 ans et Christophe Rocus à 26 ans. Des statistiques partagées par le compte Twitter et Instagram Jeux 7 et Maths. Merci d'ailleurs au passage Constance. Alors Alexander Blocks, il a crevé l'écran tout au long de la semaine dernière sur la terre battue madrilène avec son tennis flamboyant, son audace et son mental d'acier. Il a sorti 3 top 20 consécutivement, Félix Auger-Aliassime, Francisco Cerundolo et Casper Ruud. Il était 69e joueur mondial au moment d'entamer ce tournoi de Madrid. Il est 36e ce lundi et il devient le premier joueur belge au classement ATP. Zizou Bergs se classe 3 petites places derrière lui, 39e. Lui aussi, auteur d'une très belle semaine à Aix-en-Provence. Il a été jusqu'en finale où il a perdu malheureusement face à Alejandro Tabilo, un redoutable terrien. J'ai demandé à notre capitaine de Coupe Davis, Steve Darcy, ce qu'il avait pensé des performances d'Alexander Blocks. On l'écoute. Mes impressions un peu sur sa semaine à Madrid, c'est pas seulement sur la semaine à Madrid, c'est sur les quelques dernières semaines. À Miami, je le sentais tendu, je le sentais fermé, je le sentais un peu agacé. Et ici, depuis quelques semaines, on le sent et on le voit sur le terrain. Voilà, il profite du moment, il joue bien, il a toujours bien joué, ça c'est pas le problème, mais c'est surtout qu'on voit qu'il est heureux, quoi. Il joue bien, c'est clair, mais il profite, il est heureux, il sourit. Et ça, je pense que c'est la chose qui m'a le plus impressionné les dernières semaines, c'est vraiment de voir que le mec est bien et est content d'être sur un terrain de tennis. Et ça, je pense que c'est vraiment un point hyper important. Maintenant, entre Zizou, Alex et Raphaël, le choix il va commencer à être difficile en Coupe Davis. Oui, il va être difficile maintenant. C'est un choix exceptionnel. On a 3 joueurs qui jouent très très bien. On a 2 joueurs dans le top 50. On en a 3 dans le top 70. Je pense que c'est fabuleux. C'est fabuleux, donc il faut en profiter. Ils sont encore jeunes, donc on a quand même quelques belles années devant nous. Donc il va falloir vraiment en profiter, essayer de tirer le meilleur de chacun. Mais à nouveau, 3 mecs dans les 70, c'est exceptionnel. Et l'objectif, je pense quand même que c'est d'en avoir un jour 3 dans les 50, parce que je pense que c'est tout à fait faisable.
Voilà, Steve Darcy qui suit évidemment de très près les performances de nos 3 meilleurs joueurs belges, Zizou Bergs, Raphaël Collignon et Alexander Blokh. Et il y en a une autre qui suit les performances de nos joueurs belges de très près, c'est Justine Hénin, quand elle n'est pas aux commentaires. Je l'ai retrouvée ce lundi matin à son académie à Limlet pour lui demander ce qu'elle avait pensé de cette envolée madrilène d'Alexander Blokh. On écoute Justine Hénin. Ah oui, c'est vraiment impressionnant. J'avoue que j'ai regardé ça un peu à distance. J'étais en Crète, en stage justement avec des jeunes de l'académie, donc on était fort occupés, mais eux-mêmes ont eu envie de pouvoir voir ces exploits. C'est remarquable, mais je ne suis pas surprise de le voir continuer à éclore de cette manière-là. Mon premier souvenir d'Alexander Blokh, c'était au Petit As à Tarbes. C'est là-bas que je l'ai vu pour la première fois. J'ai aimé l'état d'esprit. Je croyais que c'était sain. Je croyais que c'était posé. Voilà. Et c'est vraiment une rencontre qui m'avait marquée. Et puis, quand on voit la trajectoire, je trouve que c'est vraiment une trajectoire assez incroyable, mais globalement assez saine, où des étapes sont franchies dans l'ordre et on sent qu'il a la tête sur les épaules. Ça, je pense que c'est vraiment pour moi le plus marquant. Quand je regarde sur le terrain, bien sûr, il y a son jeu, il y a ses résultats, mais je le trouve vraiment incroyablement ancré à sa place. Et ça, c'est quelque chose qui est assez rassurant, je pense, pour la suite. Parce que bien sûr qu'il est certainement surpris d'une manière ou d'une autre parce que ce qui lui arrive. Mais moi, quand je le vois sur le court, je me dis non, il en veut plus. Il se sent prêt pour ça, certainement encore ouvert à tous les apprentissages. Et il est en train d'en vivre pas mal pour le moment. Il y a énormément de choses qui se développent. Il est en train de se faire connaître là sur le circuit. Donc après, il va falloir vivre aussi maintenant avec tout ça. Parce que maintenant, ça y est, il en fait partie. Oui. Il est connu. Oui. Il a pointé le bout de son nez. Et je pense qu'il a cette ambition de pouvoir continuer à avancer. Donc c'est un régal. Mais globalement, pour le tennis belge, pour le moment, je trouve qu'il y a une dynamique dont on doit se réjouir. Oui. Vraiment une dynamique extrêmement positive. On ne peut pas seulement regarder l'époque de Kim et de moi. On était numéro 1 et numéro 2. Il y a eu des choses extraordinaires avant, il y a eu d'autres choses extraordinaires après. Et je trouve que là, en plus, on a au niveau masculin, au niveau féminin, avec la jeunesse qui monte aussi, oui. En plus des personnalités, des caractères assez différents. Donc, et on sent là que ça crée vraiment une émulation aussi qui est très positive. Donc je regarde ça avec beaucoup d'intérêt et de joie. Et on verra ce qu'il sera capable de faire à Roland-Garros, évidemment, où tu seras, oui. Comme d'habitude, pour France Télévisions. France Télévisions, oui, et puis je le suivrai comme tous les autres, avec beaucoup d'attention. On a les yeux partout. C'est vrai que c'est... À Roland-Garros, pour moi, c'est la maison, mais pour tous les Belges qui vont y jouer, c'est la maison. D'abord, il y aura beaucoup de soutien, donc on sent qu'il n'est pas impressionné non plus par cette pression-là. Voilà, c'est quand on a la simplicité, qu'on travaille au quotidien pour aller chercher des objectifs, et ça semble vraiment être son cas. On peut que se réjouir. Après, un grand chelem est quelque chose de particulier. Ouais. Il se passe plein de choses toutes les semaines. Le tennis est un sport où ça enchaîne semaine après semaine pendant presque toute l'année. Il faut pouvoir confirmer. Voilà, il faut, et puis entretenir la motivation, prendre soin de soi, se préserver des blessures. De temps en temps, elles arrivent. Enfin, il y a une gestion évidemment énorme pour les joueurs dans une époque aussi où les sollicitations sont vraiment très très importantes. Donc non, je croise les doigts, mais je pense que c'est de bon augure. Et puis, il est très, très jeune. Hein. Oui, il est très jeune. Ouais. Et il a peur de rien. Et 3 top 20, c'est pas non plus un hasard de s'enfiler. Il n'y a pas de hasard, ça c'est sûr. Merci beaucoup, Justine, d'avoir donné ton avis sur la question. Avec grand plaisir. À très bientôt. À très vite. Ciao. Toujours très intéressant d'entendre les analyses de Justine Hénin. Et avant de vous laisser en compagnie du coach actuel d'Alex Blokh, Ruben Bemelmans, je vais quand même vous préciser que c'est Yannick Sinner qui s'est imposé au Masters 1000 de Madrid, premier Italien à s'adjuger ce précieux trophée. En finale, il a étrillé Alexander Zverev 6-1, 6-2. Il n'y a pas eu match. Zverev était totalement résigné dès le premier break du match. Il n'a jamais trouvé de solution face au numéro 1 mondial qui l'a surclassé en moins d'1 heure. Et pour Yannick Sinner, les compteurs continuent à s'affoler. Il s'agit de son 5e Masters 1000 consécutif. Donc Paris, Indian Wells, Miami, Monte-Carlo et Madrid. Et ça, c'est sans compter son titre au Masters de fin d'année où là aussi, il avait surclassé ses adversaires.
Il va désormais se rendre à Rome pour essayer de décrocher le seul Masters 1000 qui manque encore à son palmarès. Compléter sa magnifique collection devant son public, ce serait vraiment un aboutissement magnifique, mais il doit aussi penser à son objectif suprême qui est de s'imposer à Roland-Garros où il avait été tellement proche l'année passée. En plus, Carlos Alcaraz a déclaré forfait pour le Grand Chelem parisien, donc il a évidemment comme seul objectif d'aller chercher ce trophée. Mais voilà, on verra ce qu'il fera la semaine prochaine. Alors chez les filles, le WTA 1000 de Madrid a été remporté par Marta Kostyuk samedi. L'Ukrainienne, 23e joueuse mondiale, a battu en finale la Russe Mira Andreeva, 8e mondiale. Une très belle victoire, 6-3, 7-5. Kostyuk qui succède à Aryna Sabalenka, éliminée à la surprise générale dans ce tournoi de Madrid par Hailey Baptiste, l'américaine, après avoir eu 6 balles de match. Ça a été une des grosses surprises de ce tournoi de Madrid. Mais donc, Marta Kostyuk, c'est le titre le plus prestigieux de sa carrière. Évidemment, elle qui avait remporté il y a peu le tournoi WTA 250 de Rouen. Et puis, plus tôt dans la saison, elle avait aussi été finaliste à Brisbane. C'est vraiment une des révélations de cette saison 2026. Et donc, pas de troisième titre pour Mira Andreeva à 19 ans. Elle était très touchée par cette défaite. Mira Andreeva, inconsolable sur le podium lors de la remise des trophées. Elle a adressé quelques mots gentils à son adversaire, Marta Kostyuk, qui, elle, n'a pas souhaité lui serrer la main. Vous savez que les Ukrainiens refusent de serrer la main aux Russes depuis le début de la guerre en Ukraine. Et voilà, ça a été malheureusement l'image un peu plus sombre du week-end. Mais donc, Marta Kostyuk et Yannick Sinner sont les deux grands champions à Madrid. Et chose promise, chose due, je vais vous laisser maintenant quelques minutes en compagnie de Ruben Bemelmans, qui est le coach actuel qui accompagne Alexander Blok, en tout cas qui l'a accompagné sur toute sa tournée sur terre battue et sur cette folle quinzaine à Madrid avec cette demi-finale historique. Il venait tout juste de rentrer de Madrid la veille que nous enregistrions ce podcast. Donc voilà, un avant-goût de ce qui vous attend si vous avez envie de nous rejoindre sur Je sais tes podcasts premium via Supporting Cast. Voici un morceau choisi de cette interview. Ouais, cette tournée ici, c'était complètement dingue parce que il y a un mois et demi, on s'est discuté pour le programme. On s'est dit, Alexander, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire des challengers où on va faire le risque de jouer sur les grands tournois et voir ce qu'il va passer. Et voilà, Alexandre, il m'a dit, Ruben, comme je me sens pas très à l'aise sur la terre battue, pourquoi pas faire les grands tournois comme ça, je joue sans pression et on peut avoir beaucoup de temps pour faire pour améliorer mon jeu sur terre battue. Et donc voilà, on est parti une semaine avant Monte-Carlo, pour être bien préparé à Monte-Carlo. Il a déjà fait 8e finale là-bas. Et puis, il a juste enchaîné. Et à Madrid, c'était encore bien la folie avec la demi-finale sur une Masters 1000. C'est étonnant qu'Alexander ait fait ses résultats sur terre battue parce que c'est pas du tout sa surface. A priori, il avait même plutôt du mal à la dompter. En tout cas, il n'est pas à l'aise, disait-il, sur cette surface. Comment on explique ça? Parce que pourtant, les Belges, généralement, ils sont quand même très forts sur terre battue. Je pense moitié, c'était aussi mentalement parce que comme il a montré maintenant, j'étais persuadé qu'il pouvait jouer sur terre battue. C'est pour ça aussi qu'on est parti plus tôt à Monte-Carlo pour bien se préparer. Une bonne semaine avant le tournoi, j'ai eu une bonne discussion avec Alexander. Comment tu vas jouer sur terre battue? On s'est mis à table, on a eu une discussion et puis on a bien travaillé pendant une semaine et les résultats sont venus après. Je pense aussi mentalement, lui, il a senti, oui, ok, je peux quand même bien jouer sur terre battue et ça a quand même fait une clique. Et maintenant, ça y est, il est convaincu. C'est bon. J'espère bien, ouais.
Voilà un petit peu ce que je pouvais vous dire cette semaine sur ce Masters 1000 de Madrid. Alors évidemment, il y avait bien d'autres choses à épingler dans ce tournoi, notamment les performances de Rafael Rodar, de Arthur Fils. Mais voilà, j'ai décidé de me concentrer plus sur la performance d'Alexander Blocks parce qu'elle était de taille. On reviendra bien évidemment sur ce qu'il s'est passé sur les différents Masters 1000 avec Louis Barrigan avant mon départ à Roland-Garros. Alors le timing sera serré parce que juste avant Roland-Garros, je serai quelques jours du côté de Rome sur le mythique site du Foro Italico pour suivre les exploits, on l'espère, des jeunes académiciens de l'Académie de Justine Henin qui sont soutenus par le programme BNP Jeunes Talents et qui vont aller à la rencontre d'autres jeunes talents d'autres pays. Donc il y aura l'Académie de Joe-Wilfried Tsonga, de Félix Auger-Aliassime, de John McEnroe, de Stan Wawrinka. Tous vont s'affronter dans une compétition qui sera la première édition de la Young Talent Cup. Et moi, je vous ferai vivre les aventures de ces jeunes joueurs de l'Académie de Justine Henin. Vous pourrez trouver ça sur mes réseaux sociaux, sur YouTube. Il y aura aussi un podcast spécial qui expliquera un petit peu le concept de cette Young Talent Cup. Donc, restez bien branchés. Et puis, évidemment, après ça, il y aura Roland-Garros où m'attend Philippe Dehaze qui va planter sa tente là pendant quelques semaines puisque comme vous le savez il travaille pour la Fédération Française de Tennis depuis plusieurs mois et donc on va pouvoir enregistrer quelques super podcasts depuis Paris, depuis la porte d'Auteuil, pas mal d'invités. Il y aura aussi des numéros pour les abonnés premium. Merci infiniment, à très vite, portez-vous bien, ciao.